Introduit le problème précédent parce qu'on va le modéliser bientôt. Mais pour vous apprendre la modélisation par GLPK ou par Julia, je présente un nouveau problème plus facile d'abord. Ça peut être pas trop pédagogique d'imaginer quelqu'un s'introduire dans une banque, comme ça me rappelle un peu le vol de la couronne au Louvre. Que se passe-t-il en fait? Même pour cela, qu'est-ce qu'il a? Imaginons que on peut, si vous voulez, voler des barres d'or ou des paquets de billets, mais on a un seul sac à dos, ce qui était même une réalité au Louvre. Le sac à dos, il doit avoir certaines limitations. Ici, j'imaginons que j'ai un sac à dos qui peut tenir au maximum 20 kg. Vous comprenez? C'est des données. Je peux parler comme ça, quelqu'un de plus solide, il peut porter pas 20 kg, mais c'est pas illimité. Peut-être 40 kg. Il y a un volume max qui est même difficile à élargir. Donc un volume en litres. Admettons que j'ai ce problème-là. Déjà, on va juste le résoudre de tête avant de se lancer dans le code pour pouvoir vérifier ce que le code va nous donner. Que pensez-vous si je vous donne ces données-là? Ça veut dire une barre d'or, elle rapporte 3 unités de profit. Un paquet de billets, une seule unité de profit, et vous avez ce poids. Vous comprenez? Il ne faut pas choisir juste de l'or ou des paquets de billets, mais vous pouvez les combiner. Que faites-vous si vous avez 4 secondes parce que la police arrive? Vous utilisez une heuristique. Vous n'allez pas pouvoir trouver la solution optimale en 4 secondes. Mais vous faites de votre mieux. Et, bon, dites-moi. Tous les coups sont permis. Qu'est-ce que vous faites? On commence par remplir ce qui apporte le plus de l'heure par kilo. Oui, très raisonnable. Après, oui, on va mettre dans le sac à dos ce qui est le plus intéressant en termes de profit par poids. Ce qui rapporte le plus. Et on peut voir que par exemple, l'or, il est 3 fois plus cher que les billets, mais il a le même volume. Et il est 3 fois plus cher, mais il n'est pas 3 fois plus lourd. Donc l'or, il a l'air très très intéressant en termes de valeur par kilo. Donc d'accord. À strictement parler, le paquet de billets nous donne une unité de profit sur 3. Donc 1 sur 3, le ratio par kilo, qui est inférieur à 3 sur 8. Okay. 1 sur 3, c'est 3 sur 9 qui est inférieur à 3 sur 8. Donc, combien de barres d'or on va y mettre? 2. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et on va pouvoir mettre combien de billets? Un seul paquet de billets. Je peux partir à la maison avec 7 unités de profit. Vous vous en doutez, l'objectif du voleur, c'est de maximiser le butin. Donc, c'est quoi cette unité de profit? Une borne? Une borne inférieure. On peut voir assez vite qu'on peut partir chez soi avec cette unité de profit. C'est une borne inférieure, l'objectif c'est de trouver la valeur optimale. Je vais peut-être revenir plus tard sur les méthodes de résolution pour prouver que cette valeur est optimale. Elle est optimale d'ailleurs. Mais je vais réfléchir aussi à la modélisation d'abord pour introduire le langage de modélisation GLPK ou Julia. Donc, mais juste avant de finir, il y a une subtilité ici qui peut facilement nous échapper et un bon solveur doit aborder une autre question. Est-ce que vous pensez que c'est la seule solution optimale? Je vous dis que l'objectif c'est 7. Mais est-ce qu'on peut gagner cette unité de profit d'une autre manière?
Oui, Par exemple, prendre 4 paquets de billets, oui, oui, on rajoute une seule barre d'or. oui. Une barre d'or et 4 paquets de billets. Ok, donc on a deux solutions de même valeur. Pourquoi ça nous intéresse? Vous avez l'intuition, pourquoi ça nous intéresse? Les variations de prix. Le paquet de billets, admettons, il a un prix, c'est ce qu'on voit, une unité de profit. Mais l'or est coté en bourse. Ça veut dire que si jamais l'or augmente son prix d'un seul centime, vous avez intérêt à prendre 2 barres d'or. Mais si jamais le prix de l'or baisse, c'est peut-être une solution plus, plus prudente de prendre plus de paquets de billets. L'or peut s'écrouler en bourse. Et les paquets de billets, non. Bon. Et l'autre option est plus légère aussi. Oui. Bien sûr, ça compte. Ça compte. Non, ça compte beaucoup parce que le voleur, il peut se poser aussi la question suivante. Si je fais quand même l'effort de porter 1 kilo ou 2 de plus, qu'est-ce que je gagne? Et à partir de là, on préfère des contraintes moins saturées. Qu'il y ait un peu de marge, si vous voulez. Mais ça, je vais aborder avec plus de détails plus tard. Mais voilà, j'écris un premier programme linéaire à nombre entier pour résoudre ça. J'ai une variable x1 qui est le nombre de barres d'or, une variable x2 le nombre de paquets de billets. Et voilà, j'ai ce programme linéaire max 3x1 plus x2. D'accord, c'est des unités de profit. Vous multipliez par 1 million d'euros ou 100 000 euros. La première contrainte, c'est la contrainte de poids. La deuxième, c'est de volume. Et ici, j'ai les contraintes d'intégralité. Pour l'instant, c'est ça la différence entre un programme linéaire et un programme linéaire à nombre entier. Mes deux variables appartiennent à Z+, c'est des variables entières. Ça, c'est le programme linéaire qui modélise le PLNE, le programme linéaire à nombre entier, qui modélise la question que je me suis posée. Des questions, des remarques. Et vous avez vu ce type de programme avec Eric, Soutil peut-être. Donc rien de nouveau ici. Bon, pour modéliser ça, il y a deux langages. Moi, je suis censé faire GLPK, un langage de modélisation pure, où on peut que modéliser le problème et le résoudre. Mais au moins comme option ou aussi comme culture générale, je peux aborder la même question grâce au langage Julia, qui est un langage qui date depuis, il a été créé il y a une dizaine d'années, pour être très, très rapide et en même temps très expressif. Ça veut dire, c'est pas un langage avec une syntaxe très, très complexe comme celle du langage C. C'est une syntaxe un peu allégée. Comme Python un peu. Oui. Python, c'est le seul langage à base d'indentation pour faire les boucles. Ici, il n'y a pas ça. Donc, je pense que ça peut être utile sur le marché de travail au sens large. C'est pas peut-être... finalement, vous allez pouvoir me dire que c'est peut-être plus facile de résoudre ce problème avec GLPK, mais si généralement, au-delà de mon cours, Julia, maîtriser un peu de Julia, je pense que ça peut vous être utile, mais que pensez-vous? Je vais me fatiguer avec Julia ou pas trop? Oui. Pour moi, ça m'intéresse qu'on travaille avec Julia.
De toute façon, je vais faire les deux en parallèle. Je vais pas laisser tomber GLPK, c'est pas ça. Non, j'arrête l'enregistrement. Donc, je vais faire GLPK et Julia. Comme ça, vous pouvez comparer. Et plus tard, vous pouvez faire les TP notés soit avec l'un, soit avec l'autre. Du coup, voilà un exemple GLPK. Même si c'est un langage très ancien, ça date des années, il a déjà un demi-siècle, il est quand même fait pour qu'il soit facile à comprendre. C'est bizarre que ça puisse paraître, même il y a un demi-siècle, les gens pensaient à faire des choses relativement humaines. C'était pas trop compliqué. En fait, j'ai l'impression que ça parle tout seul. Mais bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut respecter les mots-clés d'une manière assez stricte. Mais ça parle tout seul. Je vais essayer de l'expliquer quand même, mais ça devrait parler tout seul. Mais je fais mon boulot quand même. Variable x1 supérieur ou égal à 0, c'est clair. Ok. Mais attention. Si j'écris comme ça, c'est réel. Pareil pour x2. Maximize obj. Bon, c'est facile à lire, mais vous allez voir, si vous voulez vous taper ce code-là, et si vous n'avez pas beaucoup de références, vous pouvez vous casser la tête. C'était comme ça à l'époque sur des petites choses, je sais pas, vous oubliez les 2 points ici, il va pas l'accepter. Mais avec une aide de l'IA aujourd'hui, l'IA elle n'est pas encore géniale pour trouver les erreurs de compilation, c'est pas sûr. Mais mine de rien, si vous êtes par exemple, je sais pas, si vous avez appris un anglais plutôt british, plutôt britannique, et si à la place de maximize avec Z vous mettez un S, anglais britannique, il va pas aimer. Donc on est quand même dans une technologie des années 70. J'imagine que bientôt les nouveaux langages vont pouvoir peut-être même s'adapter avec toutes les technologies d'IA pour avoir un peu de souplesse là sur cette question-là. Mais subject to, sujet à, en anglais, on doit donner un nom à la contrainte, donc essayez de retenir pour ne pas vous casser les dents plus tard. Si vous oubliez de donner un nom à la contrainte, il va pas aimer. Et après, toujours 2 points. Et pouf, la contrainte. Pareil pour la deuxième. Solve, résoudre. Display, afficher. Et il veut un mot-clé end, toujours avec point virgule. Ce qui est intéressant, si vous allez commencer à tester ça même de vous-même, il y a un site web, il peut y avoir d'autres, vous pouvez chercher. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous allez ici, vous tapez ça dans votre navigateur internet, et ce code-là, il va l'exécuter. Pour passer en nombre entier, on ajoute avec virgule le mot-clé integer. D'accord? Voilà, je vais ouvrir un navigateur. Peut-être comment vous préférez. J'utilise déjà pour vous montrer le plus vite possible. Si jamais vous avez des ordi, vous pouvez essayer. Je prends ce site-là, je prends ça. Voilà. Ça, c'est un programme que j'avais écrit à l'époque, il l'a retenu. Mais j'essaie de réécrire ce que j'avais dit ici. Et voilà, j'essaie de le faire comme ça, pour vous montrer à quel point c'est un peu plus facile à comprendre un code que vous voyez. Mais même pour moi, j'ai du mal à retenir toutes les petites finesses du langage et tous ces mots-clés. Var, je change un peu, j'appelle X et Y. Virgule, integer. Var, X, Y. Integer, voilà.
vous pouvez dire ce que je vous conseille, supérieur ou égal à 0, vous pouvez l'écrire comme ça. Qui se rappelle? Comment? Maximize OBJ 2 points, 3 unités de profit pour l'or, 1 unité pour Y, pour les billets. Subject to, contrainte 1. 8 kg l'or, plus 3 kg les billets, inférieur ou égal à 20. Subject to, c'est 2, 6, plus 6, Y inférieur ou égal à 32. Solve. Oui, n'oubliez pas. Display OBJ, j'ai le droit d'afficher l'objectif. Et après display C1, C2, end. Bien. J'avais maximisé pour que ça soit visible. Et là, je clique sur solve. C'est C1 et C2 qui m'affiche. Bien, bien vu. En fait, il accepte ça parce que il connaît C1 et C2 comme 30 et il associe des valeurs aux contraintes. Si vous avez fait la dualité PL, pour les contraintes, il peut affecter des valeurs, mais j'ai tapé trop vite, bien sûr, X et Y. Merci. Donc, ok, objectif 7. Ici, c'est lui qui a fait une sortie un peu artificielle, mais cliquez sur Output pour voir vraiment ce qu'il aurait affiché lorsqu'on l'exécute sur notre machine. OBJ 7, 2 barres d'or, un paquet de billets. Je diminue un tout petit peu le prix de l'or. Voilà, disons que l'or a diminué, son prix a diminué sur les marchés internationaux. Il a pris 4 paquets de billets, c'est la deuxième solution dont j'ai parlé tout à l'heure, et une seule barre d'or. Ok. Ok, c'est compliqué à trouver les erreurs. Je fais exprès d'oublier d'écrire C1. À la ligne 4, je fais un truc illégal. Là. Voilà, au moins ce logiciel-là, il a positionné la chose. Il a donné une erreur qui n'est pas trop facile à comprendre. D'ailleurs, quel que soit le langage de programmation, une des étapes les plus difficiles pour moi des fois, on peut perdre la moitié de son temps, voire plus, à corriger des erreurs en programmation. Ici, les erreurs qu'il affiche, comme pour d'autres langages, sont relativement difficiles à comprendre. Bon, il dit que le nom symbolique manque. Ouais, c'est pas trop clair. Mais au moins, vous voyez que c'est la ligne 4 et il veut un nom symbolique pour la contrainte en fait. Ce qu'il appelle symbolic name. Non, symbolique, c'est... Je dois donner un nom à la contrainte. Et j'essaie d'écrire ça comme ça, quelque chose que vous avez le droit de faire en Julia. Julia, c'est un langage qui a essayé de faire le maximum pour qu'il soit agréable pour l'utilisateur, pour que ce soit facile d'utilisation. Sous Julia, je vais pouvoir écrire 3Y, ce qui est relativement une nouveauté dans l'histoire du langage, parce que de mémoire, Python ne fait pas ça. MATLAB ne fait pas ça. Donc, mais j'essaie de le faire moi ici, mais j'ai pas le droit. À vrai dire, c'est tout sauf très facile à partir de là, parce que l'erreur qu'il donne, elle est à mon avis
il dit que j'aurais dû mettre des quotes quelque part. Il n'a pas compris. Ça arrive quel que soit le langage. Les erreurs de ce type, des fois, sont difficiles à détecter. Donc, bon. C'est pas plus simple d'utiliser GLPK sous Julia D'utiliser GLPK sous... avec Julia. Oui. Vous, Fait, mais du coup, il n'y a pas les contraintes. vous allez me dire, en fait, je vais même vous poser la question si vous trouvez que ça c'est plus facile ou que Julia c'est plus facile. Parce que les avis sont partagés. En fait, j'ai eu une seule fois, pour être tout à fait honnête, une seule fois j'ai eu un promo. Lorsque j'ai affiché ce code en GLPK et le même code en Julia, au moins un auditeur m'a dit quelque chose qui aurait pu ne pas plaire au concepteur de Julia. Il m'a dit, mais c'était plus facile avant. Vous allez voir pourquoi quand même. Là, je vous ai montré que c'est difficile à capter les erreurs. Ça, c'est vrai. Mais, on passe à Julia. Et ce code-là, quand même, il est facile à lire. Et là, je fais pareil sous Julia. Voilà, ça c'est le code Julia, vous voyez. Ça parle quand même à une première vue. Ça parle plus vite, moins vite que le code Julia. Pourquoi? En Julia, je dois me fatiguer à utiliser, par exemple, des bibliothèques extérieures, comme dans tous les langages. Ce qui peut fatiguer les yeux, c'était une promotion d'étudiants en logistique, je pense, qui ne savaient pas trop ce que c'était une bibliothèque à importer dans un langage. Si vous avez fait déjà de la programmation, le fait que je fais une importation de 2 bibliothèques, ça choque pas. Donc, on doit utiliser une bibliothèque qui s'appelle Jump, toujours, qui permet de faire la modélisation. Après, on utilise le mot-clé GLPK en majuscule pour faire référence quelle est l'astuce ici, parce qu'on utilise encore une fois le mot GLPK. Tout à l'heure, je viens de vous dire que j'étais en train de programmer, de modéliser le problème grâce à GLPK. Là, je parle de Julia et je parle toujours de GLPK. C'est le solveur derrière, en fait. Julia, c'est le langage qui permet de faire la modélisation grâce à Jump. Mais derrière, c'est pas Julia qui résout vraiment le problème. Julia fait que la modélisation et derrière, il doit faire appel à un solveur. De mémoire, Eric Soutil aime le solveur CBC, je me trompe? Oui, donc il a peut-être écrit using CBC. Mais bon, c'est que de lignes là, parce qu'à partir de là, voilà, quelque chose qui existe en Julia que j'ai pas eu besoin de mentionner en GLPK, je dois définir ce que j'appelle un modèle. J'ai une variable M que je définis grâce au mot-clé modèle. Et je donne au mot-clé modèle l'optimiseur à utiliser pour résoudre le modèle. Et mine de rien, voilà, j'ai quelques mots-clés à ajouter. C'est GLPK, je dois écrire encore une fois. Et le mot-clé optimizer. Et Julia non plus, elle n'est pas parfaite, si je peux parler comme ça. Vous allez voir. Si je fais la petite bêtise de mettre optimizer avec O minuscule, elle se fâche. Et c'est pas toujours si clair, l'erreur qu'elle renvoie. Donc, mais en tout cas, bon. Après, je dois définir les variables. Et les variables sont associées au modèle. À partir de là, la variable M, n'hésitez pas à m'interrompre, vous allez la voir partout. Ici, je définis la variable. M, il apparaît, ouais, encore un truc, un petit machin de plus, arrobas variable M, la première chose, virgule, x supérieur à 0, int. Donc ça risque d'être compliqué à travailler avec ça quand vous passez de l'un à l'autre, parce que tout à l'heure en GLPK on avait integer, int. « Heureusement aujourd'hui on a l'IA qui peut un peu aider, mais
c'est pas gagné d'avance non plus si je fais des erreurs ici. La fonction objectif. Vous remarquez hashtag dièse, c'est commentaire. Objectif M, le sens de l'objectif max. Et ici, j'utilise déjà l'astuce 3x plus y. J'ai pas mis l'étoile. Pour que ça soit un peu plus rapide à connaître. Les contraintes avec constraint. M, toujours. Les deux contraintes comme ça. Le point virgule, il n'est pas obligatoire. Je suis si habitué à coder en C++ que je le mets par inadvertance. Mais Julia, les concepteurs ont pensé même à ça. Et pour que ce soit facile d'utilisation pour tout le monde, ils autorisent le point virgule, mais il n'est pas nécessaire. Question des remarques, que pensez-vous? Donc, qui pense que c'est plus facile GLPK et qui pense que c'est plus facile Julia? GLPK, n'est-ce pas? Pardon. GLPK aussi. Julia. Ouais, mais ici, la difficulté d'introduire par exemple la variable modèle M, ça a l'air d'être une surcharge pour nous, mais elle sert à quelque chose. Je peux avoir le même programme en Julia, où j'optimise deux programmes en même temps, deux problèmes en même temps. Par exemple, je prends la valeur optimale d'un problème et je la sers à un autre modèle. Donc, c'est pour ça elle nous fatigue à introduire un modèle. Et bien sûr, c'est même pas fini. Ben, presque. On fait tourner le solver optimize exclamation M. On peut afficher la valeur objective comme ça. Et ici, on affiche la valeur de X et de Y. Ok. À partir d'un moment, vous pouvez rebondir si vous voulez que je fasse plus de Julia ou plus de GLPK, mais je démarrerai ça. Je vais essayer de l'écrire. Et je vais essayer de ne pas commettre trop d'erreurs. Et vous allez voir la difficulté de la chose en temps réel. J'ai fait cet exposé plusieurs fois, c'est pas une première fois. Vous n'allez pas réussir si vite que moi, je pense. Si jamais vous le faites, je vous félicite. Je serai content de voir des élèves qui me dépassent, mais j'ai fait ça si souvent que j'espère y arriver avec pas trop de difficultés. Donc là, c'est je fais un fichier, c'est pas un problème cambrioleur. .jl. Je suis au slide 12 si vous voulez. Slide 12. J'écris comme ça, slide 12, pardon. Slide 12.jl parce qu'après je partage ça avec vous. J'ouvre une console ici. Ok, j'ai mon fichier. Je vais commencer à l'écrire d'abord. Ok. Même moi, à presque 20 heures du soir, je peux avoir des problèmes. Using jump. Mais mine de rien, il y a 4 lettres. 3 majuscules, 1 minuscule. Tout à fait. Ok. Using GLPK, par exemple. M égale modèle point. Modèle comme ça. Oui. Point optimizer. Oui. Bien. Okay. Après, variable de mémoire avec arrobas. Variable M X. Oui, supérieur ou égal à 0. INT. Oui. J'étais en train d'écrire intègre. Je fais copier-coller Y. Hashtag dièse pour dire ce que c'est si vous voulez. Quantité d'or. Oh, vous comprenez? Objective. M. Max. 3x, je peux écrire comme ça, plus Y.
constraint M 8x plus 3y. Oui. Ici, j'ai pas besoin de ça. Ouais, une bonne remarque, ouais. C'est un peu difficile quand on passe de l'un à l'autre même. Je dirais qu'à terme, si vous apprenez de voir un peu plusieurs langages, vous verrez comment les choses peuvent se faire. À terme, ça peut vous être plus utile comme ça, d'avoir vu plus de choses. 32. Pour résoudre. Optimize. Avec un O minuscule. Minuscule et exclamation M. Après, println pour afficher. Voilà, c'est dur ici parce que objective value ils utilisent un peu un hommage des fonctions qui rappellent le C en fait. Objective underscore value de M. Il affiche la valeur objectif. Et si jamais dans un langage vous voyez comme ça c'est le style Java. Grosso modo, comme ça. Bon. Objective value. Bon, l'avantage de Julia, c'est que on résout pas seulement un modèle. On peut faire des choses avec le modèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, disons que j'affiche la quantité d'or. Je peux mettre, j'écris comme ça, barre d'or, je ferme les guillemets, virgule, value x. Et là, les barres, et après les billets. Je laisse un espace. Value y. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je dis un peu au hasard, si vous voulez, je sais pas, si un utilisateur veut savoir combien de pièces on a pris dans le sac à dos, vous voyez combien de deux choses on a mis dans le sac à dos, j'ai besoin de faire l'addition entre la valeur de x et la valeur de y. Avec GLPK, je peux pas faire rien que ça. GLPK, il modélise un problème, il génère la valeur optimale et bye bye. Vous comprenez? Donc, ici, je peux faire quelque chose que je peux pas faire avec GLPK. Nombre d'articles choisi. Et ici, je peux dire value. Ok, je me fais bien comprendre, je pense. Ça on peut pas faire avec GLPK. Avec GLPK pur. Vous comprenez? Et après, je vais croiser les doigts pour voir si j'arrive à exécuter ça ou si vous allez penser que je maîtrise pas mon sujet. Bon, il y a encore quelques astuces. Ici, je suis dans un dossier. Bon, il y a deux manières de lancer. Si je suis sur Linux, je tape ls. Ici, j'ai un fichier qui s'appelle slide12.jl. Vous vous en doutez, je tape Julia slide12.jl et vous allez voir, sa réponse n'est pas aussi rapide qu'on aurait pu l'espérer. Parce que là, il passe par une étape de compilation derrière. Bon, c'est pas si facile à exécuter quand même ce type d'optimisation. C'est quand même une usine à gaz derrière. C'est pas facile à concevoir ça. Donc, ayez un peu de compréhension et de patience. Voilà, parce que elle réfléchit, si je peux parler comme ça. Là que tout à l'heure, GLPK, il ne réfléchissait pas, mais GLPK c'est plus borné. Il n'a pas de grande compilation à faire parce que c'est juste un modèle à résoudre, alors que c'est un vrai langage de programmation.
Voilà, il m'a écrit un profit de 7. Voilà, j'ai réussi du premier coup, miracle. Barre d'or, 2 barres d'or, un paquet de billets et 3 articles. Pardon. Excusez-moi. Je reviens sur le code. Je fais semblant de faire une erreur. Mine de rien, j'enlève cette parenthèse. Je sais pas quelle erreur j'aurais pu. Voilà, je mets minuscule pour optimizer. Je sais pas. Et j'oublie de mettre N ici. Et là, c'est une des étapes les plus difficiles en fait dans toute démarche de programmation, la correction des erreurs, des bugs. Moi, j'ai pu perdre des journées, des demi-journées des fois, rien que pour trouver un seul bug. Ça existe. Donc, soyez prêts. C'est à mon avis une des étapes que l'IA aura du mal à faire. L'IA peut facilement générer du contenu, mais s'il y a une erreur bien cachée dans un code de 1000 lignes, bonne chance même pour l'IA. Si jamais c'est plus complexe, si jamais l'erreur n'est pas visible à chaque exécution, donc c'est... Okay, donc j'essaie de l'exécuter. Donc il va... Vous comprenez que c'est pas si facile. Il dit Optimizer not defined. Et comment il faut lire? Regardez la dernière ligne avec l'erreur. C'est quoi 2.3? Pardon? Troisième ligne, oui. Donc à la troisième ligne, il n'a pas compris Optimizer. Cool. Contrairement au C++ et au Java, par contre, il renvoie une première erreur et pas toutes les erreurs. Donc, je dois redémarrer. Un peu de patience, pas grave. Et là, c'est... Voilà, là. Donc, je suis à la ligne 6. Et là, à partir de ce type de choses, quel que soit le langage... il faut... Mais il a compris qu'il y a un problème avec ça. Parce que c'est... Vous voyez, le code lui indique qu'il y a un problème. Donc déjà, vous n'êtes pas obligé de lire tout ce qu'il affiche ici. Mais... il faut être rapide. Et qu'est-ce qu'il a compris? Il a trouvé y supérieur ou égal à 0. Après le mot int, il a pensé que c'est un nom de variable, mais ça va pas, bon. Donc, oui, mais bon, du moment où on a compris que le problème est là, je peux revenir dans le code. Bon, vous voyez, l'erreur, il n'est pas si explicité. Il aurait dû dire, donnez-moi le nom du modèle d'abord. Je pense que ce type de problème ne sera pas résolu même par les meilleurs langages de programmation qui vont apparaître bientôt. C'est très très difficile d'afficher les bonnes erreurs et de les corriger. Oh. Après, je vais redémarrer, mais je vous donne une dernière astuce. Vous avez vu qu'il n'est pas trop rapide, Julia. Il y a on peut pas lier à ça. Je peux démarrer Julia. Je lui donne pas le nom du programme à exécuter. Donc n'oubliez pas, tout ça c'est enregistré. Vous pouvez revenir sur cette première séance. Je vais mettre plusieurs captures. Je mets le mot-clé Julia, ok. Et là, je suis dans ce que j'appelle la console, l'interpréteur Julia. Ici, j'ai même le droit de lui donner des instructions de programmation si je veux. Je peux avoir une variable qui vaut 9.
une autre qui vaut 10, et il écoute ce que je dis. Il est capable d'exécuter ce que je lui demande. Je vais afficher A plus B. Okay. Là, je suis en interaction avec la console Julia. Et là, pour exécuter le fichier, je fais include. Et je tape le nom du fichier. Comme pour beaucoup d'autres consoles, vous pouvez vous servir de la tabulation. J'ai un seul fichier qui s'appelle slide 12. J'écris SLI et j'appuie sur la tabulation. Il l'a rempli. Je ferme la parenthèse. Et là, il va prendre un peu de temps. Mais juste la toute première fois. Il y aura encore une erreur. Ah. Là, il faut se tenir. Donc, il dit qu'il y a un problème à la ligne 9. Ça, si vous voulez, c'est la pile des appels qu'il fait, si vous voulez. Si vous avez fait plus de programmation. Il y a une fin prématurée de l'entrée. Là, je peux rien faire avec ça. C'est moi qui ai fait l'erreur, je l'ai fait exprès, mais j'ai même oublié ce que j'ai fait. Ah, il manque une parenthèse ici. Donc vous voyez, c'est un très bon langage. Ils ont beaucoup investi. Ils ont tout essayé de simplifier pour que ce soit simple pour à la fois pour des néophytes et pour des programmeurs chevronnés. Mais voilà, il n'a pas réussi à me trouver cette parenthèse. S'ils n'arrivent pas à faire ça en 2026, peut-être que le langage, je pense que ça va rester difficile pour, peut-être, je sais pas, j'ose pas dire pour l'éternité, mais je pense que même d'ici 15 ans, il sera très très difficile d'avoir un logiciel capable de trouver les erreurs d'une manière très 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 claire et nette. Le C++ moderne renvoie des messages d'erreur kilométriques, c'est connu pour ça. Java aussi, donc, mais parce qu'on ne se rend pas compte de la difficulté de la tâche. Mais bon, je corrige ça. Au moins, l'avantage, c'est que une fois qu'il va l'exécuter une première fois, il va être très rapide à l'exécuter une deuxième fois. Là, je pense que le programme il est correct. Il m'a donné ça. Je tape CTRL-L. Il va effacer tout ça. Et là, si je m'amuse, par exemple, à modifier un peu le programme, je diminue ici le prix de l'or. Même moi, je dois avouer que je ne sais pas s'il va accepter ça. Je sais que des fois, il peut se passer de l'opérateur de multiplication. Je ne suis pas une encyclopédie, mais je vais essayer. Mais au moins, il a déjà fait, il a précompilé des choses, il a déjà chargé les bibliothèques Jump et GLPK. Au moins, je sais qu'il va me donner une réponse tout de suite. J'ai plus besoin d'attendre. Ah, ça a marché. Mais à partir de là, on n'a plus l'inconvénient de devoir attendre pour démarrer Julia. Donc là, voilà. Il a pris la deuxième solution dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le nombre d'articles choisis a augmenté à 5. Ok, donc là, que pensez-vous? Si vous comparez ce code-là, je vais l'afficher dans la même fenêtre, je ne sais pas comment faire. Je fais, ok, ici je suis slide 12, slide 10, je pense, point mode. Ça c'est le fichier GLPK, à droite. Okay, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que pensez-vous? Lequel est le plus facile? Moi de ligne, mais en même temps, ça
ressemble vachement plus GLPK à comment on aurait posé le problème en mathématiques. Oui. C'est un petit peu plus... C'est un peu plus clair, plus allégé comme ça. Mais, je dois avouer, Julia sait faire vachement plus de choses. Donc, GLPK, donc vraiment, si vous voulez résoudre qu'un modèle et basta, si le modèle n'est pas très compliqué, je répète, peut-être GLPK c'est peut-être plus rapide à écrire le code. Par contre, Julia, une fois que j'ai écrit le premier modèle, une fois qu'on s'habitue avec mon champ M modèle, faire un deuxième modèle, ça va être aussi rapide que faire un deuxième modèle avec GLPK. Parce qu'on remplace à partir de là, les 3 premières lignes, c'est toujours pareil. Sauf si vous changez de solver, les variables, bon, et ça, il reste que ça à modifier. Donc ça va pas être plus compliqué. Je peux faire beaucoup plus de choses en Julia. Donc voilà, j'arrête ici la deuxième vidéo que je vais publier pour introduire ces 2 langages. Et je fais encore une petite pause après chaque heure. Ok, j'arrête l'enregistrement.